Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Alors, nous avons dit que le rayonnement était isotrope, ou presque isotrope, c'est-à-dire qu'il est identique dans toutes les directions. Donc si on prend la Terre, cela veut dire que le rayonnement fossile arrive de toutes les directions, et ce de manière identique. Ça ne signifie pas pour cela que la Terre est au centre de l'univers. D'ailleurs, c'est une hypothèse que les physiciens n'aiment pas. On a appris la leçon avec le passé, avec l'hypothèse du géocentrisme de Ptolémée, qui a été mis à mal par Copernic et Galilée. C'est le Soleil qui est au centre du système solaire et pas la Terre. Et depuis, on a découvert que la Terre était dans une galaxie, que cette galaxie était dans un ensemble de galaxies. Donc, l'idée de mettre la Terre au centre de l'univers est devenue presque une hérésie. Ça signifie alors que le rayonnement est plutôt homogène. Il est le même partout. C'est un rayonnement qui se balade dans tout l'univers, en tout point et dans toutes les directions. Il est le même partout. On peut le vérifier. On peut le vérifier avec deux méthodes. La première, c'est de dire, mesurons la température des nuages de gaz, ce qui peut se faire en observant le spectre rayonné par ces nuages de gaz. Certains sont parfois très chauds, mais il en existe aussi de très froids, même d'extrêmement froids. Or, on n'en trouve jamais qui ont une température inférieure à 2,7 Kelvin. Et c'est normal parce que, comme il y a le rayonnement fossile, ils sont chauffés et en équilibre thermique avec ce rayonnement fossile au plus froid, et donc ne peuvent pas descendre en dessous de 2,7 Kelvin si le rayonnement fossile a cette température là où le nuage de gaz se trouve. De plus, la deuxième méthode, c'est de se dire que l'hydrogène va parfois absorber, l'hydrogène très abondant dans l'univers, va parfois absorber ce rayonnement et le réémettre. Si le rayonnement et le réémettre, en particulier dans notre direction, de temps en temps, une partie. Si le rayonnement à cet endroit était différent du rayonnement fossile que l'on reçoit, alors là où il y a de l'hydrogène en abondance, notamment les nuages de gaz, alors on verrait un rayonnement différent venant de cette région. Et ce n'est pas le cas. Alors ces vérifications sont plutôt grossières, elles sont une certaine imprécision, mais elles sont suffisamment convaincantes pour dire la Terre n'est pas au centre, le rayonnement fossile est le même partout. En fait, il n'est pas totalement isotrope. On observe de petites différences dans le rayonnement. Alors, on mesure donc ce rayonnement avec la température, le rayonnement thermique, et donc on parle toujours en termes de température. Les écarts sont de l'ordre de 1 millième de Kelvin, donc 0,001. C'est donc très faible par rapport à 2,7, la température du rayonnement. Les fluctuations ne sont que d'1 millième de degré. C'est très très faible. La première chose qu'on observe, c'est qu'il y a une dissymétrie globale. Donc si on prend une image plane de la voûte céleste, une cartographie plane de l'ensemble de la voûte céleste, on obtient une dissymétrie coupée en deux avec un symbole qui ressemble un peu au yin et au yang, avec une température d'un côté qui est un peu plus faible, de l'ordre du millième de Kelvin, et une température ici un peu plus grande. Donc une vraie dissymétrie entre deux zones. Si le spectre était parfaitement isotrope, sans cette dissymétrie, alors on vérifie facilement que cette séparation très caractéristique correspond à ce que verrait un observateur qui est en mouvement à cause de l'effet Doppler. Dans la direction de ce mouvement, le rayonnement serait un peu décalé vers le bleu, c'est-à-dire un peu plus chaud, et vers l'arrière, celui venant de l'arrière serait décalé vers le rouge, un peu plus froid.
Et donc, il est tout à fait logique de dire que cette dissymétrie est observée à cause du mouvement de la Terre. Alors, qu'en est-il? La Terre tourne autour du Soleil. Elle tourne à une vitesse de 30 km par seconde. L'orbite du Soleil, le Soleil lui-même, orbite dans la galaxie, il tourne dans la galaxie avec une vitesse de 250 km par seconde. Notre galaxie, elle-même, bouge. J'ai dit qu'Andromède fonçait vers nous, on peut dire aussi que nous fonçons vers Andromède. On bouge à cause de l'attraction gravitationnelle des galaxies voisines, avec une vitesse plus difficile à estimer parce que c'est relatif, c'est entre galaxies, avec une vitesse qui est de l'ordre, du même ordre, de l'ordre de 200-250 km par seconde. Cette vitesse ne s'additionne pas totalement parce qu'elles ont des directions différentes. Et grosso modo, ça donne une valeur de 300 km par seconde. Et effectivement, la dissymétrie observée correspond à une vitesse de 300 km par seconde. C'est plutôt rassurant de trouver ça. Parce que si on avait dit il n'y a pas de dissymétrie, on aurait dit ben voilà qui est étonnant, parce que la Terre elle bouge, elle tourne autour du Soleil, le Soleil tourne dans la galaxie, les galaxies se déplacent, elles bougent les unes par rapport aux autres, et on aurait été comme par hasard parfaitement immobile par rapport au rayonnement fossile. Ça aurait été vraiment surprenant. De même qu'on aurait pu très bien trouver des différences beaucoup plus grandes. Par exemple, une dissymétrie énorme qu'on aurait eu du mal à justifier. Donc là, au moins, c'est tout à fait correct, plausible, de dire que la Terre bouge, et donc, forcément, on observe un effet Doppler et cette dissymétrie. Quand on analyse le rayonnement, ce qui nous intéresse, c'est le rayonnement lui-même et ses fluctuations. Et donc, cette dissymétrie là ne nous intéresse pas ou ne nous intéresse plus, et donc on soustrait, par calcul, cette dissymétrie de l'image. Il reste malgré tout plein de petites fluctuations de l'ordre du millième de Kelvin. Et on obtient une image avec des petites zones, avec des températures légèrement différentes, en plus ou en moins, 1 ou 2 millièmes de Kelvin en plus ou en moins, dans toutes ces petites zones. Il y en a beaucoup, il y en a de toutes tailles, il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des petites dans les grandes, donc c'est assez chaotique comme structure. Vous pouvez en avoir une image en allant sur Internet. Vous tapez rayonnement fossile, ou mieux WMAP, et vous aurez un tas d'images comme celle-là. Donc vous allez dans Google Images, et vous verrez ce type de carte. On a parfois dit un peu abusivement que c'était une image du Big Bang. Non, c'est seulement l'image de l'univers à une époque très ancienne, c'est tout. Mais c'est quand même un résultat remarquable. C'est un résultat, c'est une vraie prouesse technologique d'avoir réalisé ça, d'avoir obtenu ce type de carte avec WMAP, parce que on doit mesurer un rayonnement très faible, qui nécessite de l'hélium liquide, et on mesure des fluctuations qui sont que d'1 millième de degré. Ce sont de très faibles fluctuations. On doit les mesurer dans toutes les directions, et en plus, on doit éliminer tous les effets parasites. On doit éliminer les contributions dues aux galaxies, aux étoiles, aux nuages de gaz. Et donc, il faut beaucoup traiter l'image pour avoir le résultat final. C'est un très très beau résultat des scientifiques. Puisqu'on a toutes des fluctuations un peu, qui semblent un peu aléatoires, des petites, des grosses, etc., il faut faire une analyse statistique de toutes ces fluctuations. Et pour ce faire, on va comparer le rayonnement sous un angle donné. Par exemple, on va dire, tiens, prenons tout le rayonnement avec un écart de 10 degrés, et en tout point, comparons comment est le rayonnement en ces deux points séparés de 10 degrés. Et on note, on calcule, le cas où ils sont identiques, ou les cas où ils sont très différents. On fait un calcul ainsi, on fait la somme pour tous les points, on fait un calcul appelé ainsi corrélation.
une corrélation élevée, ça veut dire que les deux points séparés de 10 degrés, ils sont souvent identiques. Et une corrélation faible veut dire, non, ils sont souvent différents, avec des écarts importants. On calcule donc cette corrélation statistique, et on trace un graphique en fonction de cet angle, de 0 à 180 degrés, 180 degrés étant le maximum, c'est le deux points opposés sur la sphère céleste, de 0 à 180 degrés, et on obtient une courbe pour la corrélation qui est comme ceci. Les valeurs ici sont assez imprécises. On appelle les valeurs à petit angle parce que c'est un problème de résolution d'image. L'image n'est pas suffisamment précise que pour calculer ces valeurs-là avec de petits angles. Mais on obtient quand même la courbe sur presque toute la sphère céleste et tous les angles. Cette courbe est appelée un spectre en puissance. C'est un spectre très caractéristique dont il faudra tenir compte. Et on l'appelle comme ça parce que la corrélation est égale à l'angle exposant un nombre, ici en fait négatif, c'est pour ça que ça descend, un angle exposant une petite valeur, ce qui donne ce qu'on appelle un spectre en puissance. Par exemple, pour moins 1, ça donnerait une courbe en 1 sur x, une hyperbole. C'est donc un résultat important de l'étude du rayonnement fossile. Voilà pour le rayonnement fossile. Un autre élément qui vient s'insérer dans les données que l'on peut utiliser pour construire notre modèle. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons un point important également, c'est la composition chimique de l'univers. Alors par composition chimique, on veut dire quels sont les éléments chimiques que l'on retrouve, comme le carbone, l'oxygène, etc., c'est-à-dire les atomes. Quels atomes retrouve-t-on dans l'univers? En quelle proportion? Cela nécessite de se pencher sur la question de la formation de ces atomes, comment apparaissent-ils, et donc ensuite de regarder quelle est la composition globale de l'univers, et ça c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.